Bon, alors, Ben, dans le fond, ben, bienvenue. C'est le fun. C'est notre deuxième café causerie. Puis on peut même donner le rendre à César ce qui est à César, parce que c'est Sarah qui avait suggéré la dernière fois. Il faudrait qu'on parle du rôle de l'homme. Puis c'est vrai que un bon sujet, dans le sens où bon, le cycle, les méthodes naturelles de régulation des naissances, des fois, ça sonne comme très féminin, comme univers. Puis c'est ça. On ne parle pas souvent de la réalité masculine euh, en arrière de ça, du vécu des hommes. Et puis, dans le fond, ben, on va parler de ça ce soir. On en a parlé, ceux qui étaient là au dernier café causerie, on vous avait parlé d'une étude qui avait été faite. C'est un sujet qui est étudié, le vécu des couples qui utilisent des méthodes de régulation des naissances. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui est plus difficile, qu'est-ce qui est... Bon, comment ils vivent ça? Et étude après étude, c'est quand même démontré que c'est globalement positif et épanouissant. Bon, je vous cite là quelques exemples de choses, de commentaires qui sont dits, des aspects positifs du vécu avec les méthodes naturelles. On parle d'une relation plus profonde, de meilleure communication, d'un meilleur partage des responsabilités, d'un respect mutuel, d'une sexualité plus épanouie, une meilleure compréhension de soi, une meilleure compréhension de l'autre, un sens de l'émerveillement. Quand il y a une grossesse, souvent le conjoint se sent plus rapidement, plus facilement connecté à sa conjointe, avec la réalité de la grossesse. Une meilleure, aussi c'est intéressant, les couples qui vivent avec une méthode naturelle ont une meilleure aptitude à parler de sexualité à leurs enfants, nécessairement. C'est quelque chose qui partagent peut-être davantage, qui ont déjà une habilité à communiquer là-dessus. Et aussi un approfondissement de la spiritualité du couple. Donc, c'est quelque chose qui, même spirituellement, rapproche. Bienvenue aux nouveaux qui se joignent à nous. OK, mais, OK? Donc, ça, c'est le portrait globalement positif. Donc, on n'enlève rien du portrait globalement positif. On ne veut pas non plus comme idéaliser la réalité, parce que c'est vrai que le vécu avec les méthodes naturelles n'est pas toujours entièrement 100% rose, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, exemple du côté masculin plus de commentaires aussi négatifs qu'on peut entendre. Un classique. Ma bien-aimée a peu ou pas de désir en phase infertile. Notre intimité est source de conflit. Nous avons perdu la spontanéité et la passion, hein, parce qu'il y a des règles, des temps de continence, tout ça. Donc, ça impose une certaine discipline, certaines contraintes. C'est vrai. J'ai un sentiment de rejet. Et ça va jusqu'à certains hommes qui se sentent contrôlés. Et donc, c'est quelque chose qui existe, quelque chose qui est réel. Et je ne sais pas si ceux qui ont l'expérience de ça, là, qui ont comme des années d'expérience, pourraient dire, ah non, moi, j'ai jamais vécu ce genre de sentiment-là. J'ai jamais connu ça, ça me concerne pas. C'est vraiment juste la première partie des citations qui me rejoignent. En tout cas, nous, de notre côté, là, on ne peut pas dire que, puis moi, si je parle personnellement, là, si on parle du rôle de l'homme, c'est des sentiments que j'ai éprouvés et que j'éprouve encore à certains égards. Ça fait partie de la réalité, même si on est très heureux de ce mode de vie-là, de cette façon de vivre notre intimité. C'est quelque chose qui fait aussi partie de notre réalité. Hein. Comme homme, la continence représente un défi, c'est sûr. Harmoniser le désir sexuel féminin, le désir sexuel masculin d'une façon qui est épanouissante pour les deux, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est un acquis là, qui se fait d'une façon spontanée. Et donc, une première chose hein, qui est peut-être importante à dire vraiment d'entrée de jeu, c'est que vous n'êtes pas des extraterrestres. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, vous n'êtes pas seul, en fait, vous êtes loin d'être les seuls. Des fois, on peut se mettre de la pression, on peut se sentir coupable. Peut-être, même dans notre milieu un peu, dans notre milieu catholique, on fait la promotion des méthodes naturelles comme chose de beau, de bon, d'épanouissant, puis c'est correct de le faire. C'est vrai que ça l'est, mais peut-être qu'on ose moins dire, ah ben tu sais, on a tel défi. C'est plus difficile pour nous de ce côté-là. Donc, on peut se sentir coupable, on peut se mettre de la pression. Voilà. Mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que
tous ces défis-là, ces sources de tension, de frustration, mais ça vient du. C'est pas parce qu'on n'est pas normal, c'est pas parce qu'on est un couple unique qui, malheureusement, nous, ça marche pas. Ça vient juste du fait qu'on est hommes et femmes. On est différents. Et ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, c'est de regarder comment est-ce que nos différences peuvent être de moins en moins des sources de tension et de plus en plus des sources d'enrichissement mutuel. Donc, comment est-ce qu'on peut concrètement faire que ces sentiments-là soient moins présents et qu'on passe plus vers quelque chose de plus épanouissant, de plus valorisant aussi comme homme. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation. Le meilleur maître, c'est l'échec. C'est dans pas le retour du Jedi, c'est le réveil de la force. C'est une phrase un peu bizarre, un peu étonnante, mais en même temps, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, tout ce que je vais vous partager, c'est des choses qu'on a découvert par notre expérience, en fait, par les défis que nous-mêmes on a vécu. Des moments où on avait l'impression où on ne se comprenait plus du tout en couple, où on revenait toujours dans les mêmes cul-de-sac, dans les mêmes espèces de patterns qui se répétaient, puis on se dit, ben voyons, comment est-ce qu'on va faire pour passer à travers ça? Est-ce qu'on va être pris? Est-ce qu'on va rester pris avec ça un peu toute notre vie? Et donc, c'est le fruit de notre expérience, le fruit de nos échecs, en quelque sorte, nos petits échecs, d'une certaine manière, hein, qui font que on apprend davantage sur nous-mêmes, on apprend davantage sur l'autre, on se sert de ça comme pour être davantage conscient, en fait, de qui on est, nous, qui est l'autre aussi. Et donc, ces petits échecs-là, qui peuvent être frustrants, qui peuvent être même dévalorisants, qui peuvent nous amener de la frustration, sont en fait de bons maîtres, dans le sens où ils nous aident à mieux nous connaître, à mieux communiquer, nous aident à rebondir et à apprendre pour éviter de gros échecs. Et donc, c'est ça. C'est le fruit de nos lectures, de nos recherches, de conseils qu'on a reçus, d'accompagnement qu'on a reçus et de notre expérience. Donc, la question, c'est, dans le fond, souvent, le sentiment négatif, ça vient d'une impression d'absence de contrôle sur la situation. On a l'impression qu'on n'a pas de prise, on n'a pas de contrôle, on n'a pas de pouvoir et on subit quelque chose qui nous convient pas, qui fait qu'on se sent mal, qu'on se sent. Voilà. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'un mode qui est passif, on a l'impression de juste vivre des contraintes, qui est donc un mode passif et frustrant, à un mode qui est proactif et valorisant. Voilà. OK. Alors, autre citation, ça va être la dernière pour ce soir. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal, de simples actes de bonté et d'amour. Et c'est vrai, dans notre tradition chrétienne, le mal n'est pas juste quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est intérieur. Hein. Le mal, Satan, c'est le diviseur, l'ennemi, celui qui divise, celui qui accuse, celui qui brise l'unité. Et donc, qu'est-ce qui est la solution face au mal? Qu'est-ce qui vient nous gruger intérieurement? Ce qui vient nous faire voir l'autre comme un ennemi, comme quelqu'un avec qui on a des difficultés à rentrer en communion. Comment on peut résister contre ça? Mais c'est par les petites choses. Un petit peu comme la végétation le long des rivières, qui empêche l'érosion. C'est plein de petits arbustes, des petites racines, et c'est ça qui fait que ça résiste, c'est ça qui fait que ça tient et que le sol ne s'érode pas. Et donc, c'est quoi ces petites choses qu'on peut faire comme homme pour éviter l'érosion du sentiment amoureux, se sentir valorisé, se sentir épanoui? Alors, on commence tout de suite avec le premier conseil. Numéro 1. Alors, c'est s'intéresser au fonctionnement du cycle et de la méthode, tout simplement. Pour certains, c'est tout naturel, tant mieux. Voilà. L'intérêt vient spontanément, tout simplement parce que voilà, c'est comme ça nous intéresse, puis bon, tant mieux. Mais pour beaucoup d'hommes, c'est un monde qui est étranger. C'est un monde qui nous est étranger, qui n'est pas naturel. Ça nous concerne plus ou moins. C'est pas notre corps. Il n'y a pas un intérêt spontané. Il y a toutes sortes de barrières intérieures qui peuvent faire qu'on n'est pas vraiment investi, en fait, dans notre vécu de couple avec une méthode naturelle.
Donc, comment pour avoir un rôle, pour avoir notre place, pour se sentir plus connecté avec notre bien-aimé, ben, il y a forcément un choix à faire. Si c'est pas naturel, c'est pas spontané, il y a un choix à faire d'entrer dans cet univers-là du cycle féminin, de s'y intéresser. C'est un petit peu comme le baseball. C'est le fun. C'est le fun à jouer, mais c'est plate à regarder. Tu sais, si tu es dans les estrades, tu comprends pas trop qu'est-ce que c'est, tu n'as pas beaucoup de plaisir. Mais si tu peux être sur le terrain, si tu peux avoir une bonne équipe avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as du plaisir, avec qui on comprend qu'est-ce qui se passe, et là, tout de suite, c'est différent. L'expérience est différente. Et donc, il ne faut pas sous-estimer, je dirais, comme homme, surtout si peut-être on n'a pas un élan spontané là, pour s'intéresser au fonctionnement du cycle et aux méthodes naturelles, il ne faut pas sous-estimer l'intérêt qu'on pourrait développer. Nous, dans notre expérience de formateur, on a souvent accueilli des couples, puis souvent le conjoint, il arrivait là, puis il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Bon, il accompagnait sa blonde ou sa femme, puis on sentait qu'il était là, mais bon, c'était peut-être pas là, la chose qu'il aurait préféré faire ce soir-là. Mais souvent, ce qu'on remarquait, c'est que plus le temps avançait, plus on parlait des choses, plus on disait le concret du fonctionnement, plus on voyait qu'il y avait un intérêt. Il regardait les diapos, il posait des questions. Donc, l'intérêt se développait au fur et à mesure de la formation. Puis souvent, à la fin, c'était eux qui étaient très enthousiastes. Ils me disaient ouais, c'est vraiment c'est le fun, merci beaucoup. C'est le fun que vous donniez cette information-là. On ne savait pas ces choses-là. Puis, donc, il ne faut pas sous-estimer l'intérêt qu'on peut développer. Pourquoi est-ce qu'on développe cet intérêt-là? Ben, évidemment, ça nous rapproche de notre conjoint, de notre bien-aimé. On entre un petit peu dans son jardin intime, c'est sûr. Donc, juste par cette dimension-là, il y a un intérêt qui peut se développer. On apprend des informations aussi. C'est toujours intéressant, on apprend des informations sur notre propre fécondité. Ça nous conscientise aussi sur des enjeux comme l'influence, par exemple, de l'environnement sur le cycle. On apprend que le cycle, c'est comme la fertilité. Je dis le cycle parce que oui, le cycle féminin, mais la fertilité du couple est influencée par des facteurs environnementaux qui peuvent nous faire réaliser qu'il y a des choix de vie qu'on peut faire comme couple, comme famille, qui vont favoriser notre fécondité, qui vont favoriser une santé aussi là, du cycle. Et donc, ça, ben, ça peut être intéressant. Et troisième chose aussi qui peut des fois susciter notre intérêt, c'est qu'il y a un aspect qui est objectif, technique et scientifique aux méthodes. Et sans tomber dans la caricature, le fait d'avoir cet élément objectif, compréhensible, qu'on peut contrôler, qu'on peut maîtriser, qu'on peut saisir, c'est chose qui satisfait un petit peu la psychologie masculine. Des fois, on a l'impression que les méthodes naturelles sont basées un peu sur un espèce de ressenti émotionnel de la femme, très subjectif, très intérieur. On n'a pas accès à ça. Ça nous apparaît un peu abstrait. Mais on découvre, quand on s'y intéresse, que la méthode est basée sur une science qui est rigoureuse, qui est objective, avec des règles aussi qui sont objectives. On est capable de connaître, de comprendre, on est capable de maîtriser cette technique, cet art même des méthodes naturelles. Et donc, par le fait même, un intérêt peut se développer. Voilà. Donc, pour revenir à l'analogie du baseball que j'ai donné tantôt, là, pour que l'intérêt se développe, qu'on ait le goût de s'y intéresser, ben, il faut que ce soit, voilà, il ne faut pas rester dans les estrades, autrement dit. Il faut embarquer sur le terrain. Et 94 des utilisatrices disent que l'implication du conjoint est quelque chose qui est essentiel pour bien vivre la méthode. Une des bases, c'est vraiment, dans le fond, de recevoir l'information à deux, de faire équipe dans l'usage de la méthode. Donc, je disais, suivre la formation, évidemment, avoir la même base ensemble de connaissances. Ensuite de ça, dans l'application au jour le jour, on peut être deux à ça. On peut s'investir, par exemple, en notant les signes sur le graphique, en aidant notre conjointe à y penser. Tu sais, la température, par exemple, tu sais, combien de fois j'ai jamais vu, tu as pensé prendre ta température ce matin, tu sais. Et ensuite de ça, mais on regarde le graphique ensemble. C'est pas Marjorie qui doit agiter, OK, oui, on peut, non, on peut pas. On le sait ensemble, on l'interprète ensemble. Puis, si on a des interrogations, ben, on va essayer de chercher l'information ensemble. Donc, je disais, par exemple, si vous avez une rencontre de suivi avec vos formateurs, bon, juste une petite question comme ça, ça peut être plus rapide, mais s'il y a comme besoin d'un rafraîchissement, pourquoi pas le faire à deux, y assister ensemble.
Voilà, donc. J'ajouterais dans l'implication du conjoint aussi, moi, c'est arrivé souvent que il y ait un des enfants qui fasse un cauchemar, puis que je dise, ben là, vas-y, parce que là, moi, je ne sais pas, il est quelle heure, il faut peut-être que je prenne ma température bientôt. Mm-hmm. Que ça, c'est aussi une implication concrète. Là, Exact. Donc, si vous formez une équipe, si ta conjointe sent qu'elle peut compter sur toi, ben déjà, ça élimine beaucoup de sable dans l'engrenage de la relation. Il ne faut pas oublier que pour une femme, c'est beaucoup à gérer la méthode. Elle a à prendre les cycles, elle a à les observer, les interpréter. Si elle sent qu'elle peut compter sur nous, elle va se sentir plus en confiance, elle va se sentir plus sûre de ses observations. Elle ne va pas sentir justement l'espèce de tâche poche d'avoir à dire oui, on peut, non, on ne peut pas. Et tout ça, juste ça, déjà, ça va avoir un effet très positif là, sur l'intimité du couple. Ça va vraiment rapprocher. Voilà. Donc, ça, c'est conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, c'est créer un contexte favorable à l'éclosion du désir. Voilà, donc c'est un commentaire négatif qui revient souvent, ça, et on l'a nommé au début, là. Le désir sexuel de la femme qui est plus intense pendant la période fertile et qui diminue durant la période infertile. Voire certaines femmes vont dire, mais je n'en ressens pas du tout, ou voilà, ou le conjoint va dire, ah, j'ai l'impression que ma femme n'a vraiment plus de désir dans cette période-là. Et c'est important de dire, il y a un mythe qui veut que le désir sexuel est essentiellement une affaire d'hormones. On ne reviendra pas là, sur tout le cycle féminin, mais oui, voilà, les hormones oui, elles ont un rôle à jouer. C'est vrai que l'œstrogène, qui est responsable, qui intervient dans la période préovulatoire, souvent, les femmes vont témoigner qu'effectivement, elles se sentent plus belles, plus désirables, et donc nécessairement qu'il y aura un effet sur la libido, sur le désir. Ça, c'est vrai. Voilà. Et ça peut être difficile à vivre pour un homme. Ça peut être voilà, une impression de rejet. Hein? Ma femme ne m'aime pas. Elle n'a plus de désir pour moi. On peut se sentir comme un quêteux. C'est toujours moi qui demande. C'est frustrant. Ça donne un sentiment d'impuissance, de fatalisme. On peut même entretenir du ressentiment. Puis à un moment donné, on baisse les bras, on s'éloigne. Bref, c'est quelque chose qui n'est pas très valorisant pour l'homme. On peut se sentir vraiment comme une poche. Puis, donc, c'est ça. Donc, c'est important de le dire. Le désir sexuel, particulièrement, le désir sexuel, par exemple, chez la femme, est relié à bien d'autres choses que simplement les hormones. On ne peut pas mettre des chiffres, mais tous ceux qui ont étudié cette question-là de façon un peu rigoureuse l'affirment, c'est que le contexte psychologique, le contexte émotionnel, le contexte relationnel est au moins aussi important que les facteurs biologiques. Donc, la réalité et la bonne nouvelle, le bon côté là, pour nous les hommes, c'est qu'on a beaucoup plus d'influence qu'on pense. Par contre, il faut avoir un regard qui est plus large. Si on est dans un contexte où on vit ce genre de défi-là, où il y a peut-être un petit peu de sable dans l'engrenage, comme je disais tantôt, il n'y a probablement pas une technique spéciale là, pour faire une avance à sa bien-aimée qui fait qu'elle va passer d'une absence de désir à un pic de désir en 5 minutes. Et c'est probablement pas réaliste. Okay? C'est une grosse journée, c'est de la fatigue, de l'anxiété, des petites tensions dans le couple. Puis la seule chose qu'elle veut, c'est aller se coucher et de se reposer. Le meilleur conseil qu'on peut dire, c'est oublie le projet. Ça ne marchera probablement pas, puis ça va juste être pire. Ça va juste entretenir le sentiment de frustration. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, au contraire. Mais il faut juste prendre un pas de recul, regarder notre relation, puis se poser peut-être certaines questions. Okay? Donc, première catégorie de questions qu'on peut se poser comme homme. Ah, j'essaie de changer la diapo. OK. C'est quand la dernière fois où on a eu du fun ensemble? C'est quand la dernière fois qu'on a ri ensemble? C'est quand la dernière fois qu'on a rêvé ensemble? Qu'on a partagé des projets, qu'on a vraiment juste passé du bon temps ensemble. OK? Donc, si ça fait plus qu'une semaine, endormez-vous pas ce soir sans avoir mis un rendez-vous sur votre calendrier. Okay? Ça fait plus qu'une semaine, c'est déjà trop. Okay? L'amitié, c'est important dans un couple. Soignez votre amitié. Et ça, c'est un rôle qu'on jouait. On a des fiancés parmi nous.
C'est magnifique. C'est un rôle qu'on joue spontanément, ça, dans le début de notre relation. On propose des sorties, on fait des activités, on est très dans ce mode relationnel, entretenir la qualité de la relation, la qualité de l'amitié en couple. Et c'est pas obligé d'être quelque chose de gros. Tu sais, ça peut être juste cuisiner ensemble, écouter un film, jouer à un jeu de société, prendre une marche. Tu sais, on peut faire juste découvrir un nouveau groupe de musique si on tripe sur la musique, préparer un dessert à manger ensemble. Ça peut être des choses très, très simples, mais c'est fondamental. Quand on parle de contexte favorable à l'éclosion du désir, ça, c'est une première catégorie de questions qu'il faut se poser, puis sur lesquelles on peut avoir une prise. Okay. Une deuxième série de questions, un peu plus profonde, celle-là, bien que la première est très importante aussi, là, mais c'est quand la dernière fois où j'ai écouté ma bien-aimée exprimer ses sentiments négatifs, okay? Sans chercher à me défendre, même si ça me concernait, sans chercher à minimiser, mais voyons, c'est pas si pire, sans chercher à résoudre le problème. Ah, t'as juste à faire ça, puis, tu sais, genre, OK? C'est quand la dernière fois que j'ai dit, comment ça va, ma chérie? Qu'est-ce que tu vis ces temps-ci? Puis que j'ai écouté attentivement la réponse jusqu'au bout. Il y a un principe dans l'écoute bienveillante, c'est que souvent les sentiments positifs peuvent sortir uniquement à partir du moment où les sentiments négatifs ont été exprimés et écoutés. Okay? C'est comme le principe de couche, il y a des strates. Puis, s'il y a des sentiments négatifs, il faut qu'ils soient exprimés, il faut qu'ils soient sortis, il faut qu'ils soient dits et écoutés. Puis ensuite, les sentiments positifs jaillissent, on va dire, à moins de cas plus, mais habituellement naturellement. OK? Et parfois, le désir sexuel de notre conjointe est juste enfoui sous une couche de préoccupation. Et chaque fois qu'on fait de l'écoute bienveillante, particulièrement si on est dans la période de continence, vous voyez ce que je veux dire? Si on est dans la période où il n'y a pas de, entre guillemets, retour sur l'investissement immédiat, c'est-à-dire où on écoute vraiment gratuitement, juste parce que c'est notre conjointe, parce qu'on l'aime, parce qu'elle le mérite, parce que ses préoccupations sont des préoccupations sérieuses, bien, on aide notre conjointe, notre femme, à pelleter tout le sable qu'elle a dans son engrenage et on favorise tout naturellement, même si on ne s'en rend pas compte, l'éclosion du désir. Même quand les hormones ne sont pas nécessairement là pour donner le petit push biologique, je dirais. Le contexte psychologique est très favorable à ce moment-là. Voilà. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Oui. Oh, oui, là, je parle du désir sexuel féminin. Tu sais, c'est quand même important de valider, avec. Oui, c'est ça. Mais oui, oh, oui. OK. Donc, ça, c'était le conseil numéro 2. Alors, troisième et dernier conseil. Cultiver les diverses expressions de la tendresse physique. Entre parenthèses, éviter la monoculture de la jouissance. Okay? On va expliquer ça un peu plus en détail. L'intimité physique, c'est très important dans un couple. Okay? C'est ce qui fait qu'on n'est pas juste des amis, mais qu'on est un vrai couple. Et c'est une dimension qu'on ne devrait jamais négliger. Et c'est vrai que les méthodes naturelles viennent mettre une certaine contrainte à l'intimité physique du couple. Ça ne peut pas être, si on veut être cohérent, vraiment utiliser les méthodes naturelles jusqu'au bout. Ben voilà, ça ne peut pas être tout le temps, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Mais en même temps, ben justement, c'est extrêmement sain à partir du moment, et c'est là que la question est importante, à partir du moment où on comprend que intimité physique ne veut pas nécessairement dire union sexuelle. C'est important de le souligner parce qu'on n'a pas toujours une idée claire de ce que ça peut représenter, une dimension d'intimité physique non sexuelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est toute forme de caresse, de tendresse, de proximité des corps qui n'implique pas la recherche de la jouissance ou de l'orgasme. OK? Donc, je vais être très précis et clair. Là. OK? Toute forme de tendresse, hein, de proximité physique, mais qui ne recherche pas l'excitation, qui ne recherche pas la jouissance, qui cherche simplement cette tendresse. On sait que le pot à pot, c'est très sécurisant et bénéfique entre le nouveau-né et ses parents. On fait beaucoup la promotion de ça, le pot à pot. Et c'est pas juste bon pour les nouveau-nés, mais c'est bon pour le couple aussi. Et pour l'homme, c'est un défi. C'est un défi au niveau de la maîtrise de soi. Mais c'est un bel objectif à se donner. C'est-à-dire être capable d'apprivoiser la nudité
apprendre à vivre des moments de profonde intimité sans qu'on soit en recherche justement de jouissance, d'excitation, mais juste dans une recherche de tendresse, une recherche de proximité. Ça peut être un massage, ça peut être un bain, juste te prendre dans nos bras, juste pour ressentir le bien-être, juste pour ressentir la douceur, la chaleur, le contact physique de nos corps. Point. Et c'est pas juste une compensation en attendant. Genre, on fait ça parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Nous, des fois, là, on s'est rendu compte dans notre expérience que c'est précisément de ça qu'on avait besoin. On avait besoin de se sentir proche comme ça et pas autrement. C'est pas juste une version diluée de l'union sexuelle. Ça a une valeur en soi. Je dirais qu'il y a comme une espèce de communication particulière qui se vit dans ces moments-là. Il y a comme quelque chose de spécial, d'unique qui se vit dans ces moments-là, qui a une valeur en soi et qui est bon à développer. Et moi, ce que j'ai découvert, en tout cas comme homme, c'est qu'à ces moments-là, toute la tension, toute la frustration qui peut être liée au désir d'union sexuelle qui ne peut pas être possible à un moment, peut s'apaiser complètement, peut comme diminuer, peut comme je dirais, voilà, s'apaiser d'une manière qui m'a même surpris par moments. Tout simplement parce qu'on vit un profond moment d'intimité physique ensemble. Et voilà. Et et ce qui est important de comprendre pour expliquer ça, en fait, c'est mon hypothèse, mais c'est tout simplement que, dans le fond, en arrière du désir sexuel, en fait, il y a un désir qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus, beaucoup plus profond, beaucoup plus satisfaisant aussi quand il est assouvi, entre guillemets, c'est un drôle de mot un peu, mais c'est un désir de communion. Et donc, quand on vit un moment de profonde communion ensemble dans notre intimité physique, c'est quelque chose qui est profondément bienfaisant, profondément satisfaisant, qui est profondément connectant aussi, dans le sens que ça bâtit un lien solide entre nous. Voilà. Et quand ce désir de proximité physique est comblé, c'est beaucoup plus facile de passer à travers des temps de continence, que ce soit la phase de fertilité qui revient à tous les cycles, ou que ce soit des moments de continence imposés, que ce soit à cause d'une maladie, que ce soit à cause d'un temps vraiment de stress, d'anxiété, ou après un accouchement, pour X, Y raison, apprendre à développer. Moi, je parlais d'éviter la monoculture de la jouissance, parce que parfois, certains pensent que intimité physique, nudité, implique nécessairement une recherche de jouissance, mais mais c'est pas obligé. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va nous remplir non plus, la jouissance. C'est ça, le désir de communion, c'est ça que nous, on a découvert, c'est que c'est ça, ça pouvait combler nos cœurs, d'une façon différente, là, mais tout aussi profonde et satisfaisante que l'union. Ça peut être même plus. Si on vit une union sexuelle et on n'a pas cette communion, c'est pour une raison ou pour une autre, on sent que l'autre n'est pas vraiment là. Okay, je vais parler mettons, de mon expérience, et si je pouvais sentir que Marguerite n'était pas vraiment présente, il y avait quelque chose qui était. Bien, finalement, c'était beaucoup moins satisfaisant et beaucoup moins. Il y avait quelque chose d'une forme de insécurisant, quelque chose qui clochait un peu. Alors que dans un moment justement de tendresse physique, d'intimité, bien là, on peut vivre cette communion, on peut la rechercher beaucoup plus facilement sans avoir la dimension, l'excitation, jouissance, orgasme. Donc, c'est quelque chose à développer parce que souvent, voilà, je parlais de la monoculture qui a tendance à comme épuiser les sols, tendance ben, c'est ça, si l'intimité. Ouais. Parce qu'on est inspiré par la permaculture. Ah oui, c'est ça. Il faut comme faire une mise dans le contexte. Là. Mais en tout cas, vous savez ce que c'est la monoculture, c'est un champ de soya, là, puis il y a juste du soya qui pousse là sur genre des hectares, des hectares, des hectares. Bien, au bout d'un certain temps, le sol est vide. Le sol est complètement pauvre, complètement vidé, épuisé, il n'y a plus rien. Donc, ça peut arriver quand notre intimité ne se résume qu'à sexualité ou rien, ben, ça se peut qu'à un moment donné, on se sente justement un peu vide et épuisé. OK, pour revenir à notre rôle, nous, comme hommes là-dedans, plus spécifiquement, là, moi, j'appelle ça être le gardien des limites. Ça, c'est fondamental. Pour que ce soit bien vécu, tout ce que je vous partage, tout ce qu'on vous partage là, c'est vraiment, là, notre rôle, quand même, c'est de respecter d'une façon absolue le moment qu'on cherche à vivre. Okay? C'est pour ça que j'appelle ça le gardien des limites. Si on s'est entendu sur ce type de rendez-vous-là, okay? Un rendez-vous intime, peau à peau, quelque chose de très, très
eh bien, il faut prendre sur nous d'assumer que ça en reste là. C'est-à-dire, c'est sous aucun prétexte, non, jamais, ne chercher à aller plus loin. Jamais, jamais. Ça, c'est vraiment, c'est notre rôle. On est le gardien des limites. On s'est entendu là-dessus. Il faut que notre conjoint puisse s'abandonner, puisse être entièrement confiante envers nous. Et nous, on peut offrir cette sécurité-là, ce qui est très valorisant pour nous. Ça peut être un défi. Ça peut être un défi dans le sens où il faut qu'on soit maître de nous-mêmes. Mais en même temps, quand on voit l'espèce de retour de confiance qui nous est donné, quand on voit le bien-être de notre bien-aimé qui nous dit à quel point il est bien avec nous, c'est très valorisant. On se sent vraiment Parce qu'on homme. on sent sécurité. On se sent, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est valorisant. C'est un défi. Ça exerce notre maîtrise de soi, comme je le disais. Mais ça, de pouvoir offrir ce cadre sécurisant, très intime, qui vise juste la tendresse, ça a des impacts sur l'ensemble de notre relation. Ça va comme booster notre niveau de confiance, de sécurité, de dialogue, d'attention mutuelle au quotidien. Donc, voilà. Et puis, j'ajouterais que si les limites sont claires, si on peut en discuter, puis que de part et d'autre, les limites sont claires, c'est vraiment, on vit beaucoup mieux Oui. que si on essaye d'aller toujours jusqu'à la limite puis là, on peut se sentir frustré, en fait, de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais si on sait que de toute façon, on a choisi que non, c'était ça la limite, ça devient vraiment plus un choix serein, parce qu'on vit de manière plus paisible. Exactement. Voilà. Donc, dans le fond, ça conclut le troisième conseil. Donc, je t'aimerais simplement, ce qu'on doit retenir, en fond, comme gars, comme homme, qui peut soit vivre ces sentiments un peu négatifs qu'on a exprimés au début de la présentation, ou simplement pour savoir que c'est quelque chose qu'on peut vivre éventuellement, ce genre de sentiment-là. Ce qui est à retenir, c'est que si on vit un sentiment de rejet, de frustration, d'impuissance, on n'est pas condamné à subir cette situation-là. On peut passer à un mode qui est plus proactif, qui va certainement pas porter du fruit du jour au lendemain, c'est tout. Ça dépend en fait de où on en est dans notre relation. Il y a vraiment beaucoup de sable dans l'engrenage accumulé, de tensions, de choses un peu enfouies dans notre relation. Ça peut prendre évidemment un certain temps, donc il faut une dimension de persévérance aussi là-dedans, mais en fait, ce qui va être valorisant, c'est qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. À travers tous ces conseils-là, on va donner le meilleur de nous-mêmes et ça va être, entre guillemets, payant, dans le sens que ça va vraiment porter fruit et on va se sentir beaucoup plus valorisé. Et de façon générale, toutes les choses que j'ai nommées là, qu'on a développées aussi ensemble, ben, c'est des attitudes auxquelles les femmes, généralement, sont très réceptives. Dans le sens que si on fait ces choses-là habituellement, il y a vraiment un sentiment de confiance qui s'établit. Il y a vraiment voilà. Donc, ben voilà, ça conclut la présentation. On va fermer le partage d'écran.